Pour nous, l'édition doit être quelque chose d'utile et nécessaire. On n'est pas du tout papivore, mais on est vraiment dans une forme d'exigence d'un bel objet, d'une belle matérialité et de l'utilité de cet objet, qu'il s'agisse de problématiques sociétales ou politiques, ou qu'il s'agisse de l'utilité peut-être artistique dans l'histoire de l'art d'un objet. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui sur le plateau un éditeur, directeur associé de The Eyes Publishing. Bonjour Vincent Marcillassi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je viens d'évoquer The Eyes Publishing, mais le nom légal de The Eyes Publishing est Aman Iman Publishing, ce qui veut dire l'eau c'est la vie en Touareg. Exactement, très bonne entrée en matière nous concernant. Mais pourquoi les Touaregs? Qu'est-ce que ça vient à voir? On aurait pu imaginer la cause environnementale, mais alors la cause photographique? Alors c'est très intéressant et en fait précisément on est dans une émission culturelle, c'est la culture qui nous intéresse avant tout si vous voulez. Et avant d'avoir créé cette société qui est devenue une maison d'édition et de conseil, nous avions créé donc il y a 15 ans une association qui s'appelait Aman Iman et nous avions à l'époque traduit l'eau c'est la vie par la culture c'est la vie. Et ce qui nous intéressait avec mon compagnon de route de l'époque qui s'appelle toujours Arnaud, notre ambition était alors que nous étions encore probablement étudiants à ce moment-là, ou jeunes travailleurs, de créer des projets, d'aider des artistes à développer des projets autour de la culture et de faire du bien à la société à travers la culture. Petit à petit, cette association, pardonnez-moi, est devenue une entreprise qui s'est spécialisée, toujours dans l'univers de la culture, mais dans le domaine de la photographie, de l'image, pour faire de l'édition, du conseil, de l'événement. D'où le passage de Aman Iman, la culture, l'eau, la culture qui irrigue tout, à The Eyes, qui est vraiment le regard de la photographie. Exactement. Donc Aman Iman Publishing est devenu la société et on a créé un label, The Eyes, qui se tourne à la fois vers le regard, vers l'image, vers la photographie et qu'on a décliné ensuite dans différentes positions et qui s'adresse de cette manière à différentes audiences. Alors, la raison pour laquelle j'ai souhaité vous recevoir sur ce plateau, et c'est la question de l'édition photographique, vraiment qui est au cœur de votre activité professionnelle. On a du mal aujourd'hui, dans une société de l'image où tout est sur les réseaux sociaux, à comprendre comment peut fonctionner une maison d'édition, tant sur le plan de l'intérêt éditorial, à la rigueur on peut comprendre qu'il y ait des collectionneurs pour ça, mais aussi de l'intérêt économique. Donc, comment fonctionne une maison d'édition spécialisée dans la photographie aujourd'hui ? Alors, bonne question et difficulté de taille, puisqu'on n'est pas sur notre maison d'édition, The Eyes Publishing, est une société d'édition indépendante qui fait partie par ailleurs d'un réseau de maisons d'édition indépendantes qui s'appelle France Photobook, qui rassemble une vingtaine d'éditeurs français indépendants et qui sont de taille variable, mais globalement de taille modeste, qui sont des éditeurs indépendants qui sont essentiellement, je dirais, animés par l'ambition de leur création, de leur choix, de leurs engagements, et donc qui mettent avant tout cet engagement au service de l'image des artistes et puis des lecteurs, plutôt qu'au service d'un modèle économique ultra profitable. Alors non pas que nous ne soyons pas des entrepreneurs et des commerçants, mais c'est que le commerce et l'entreprise du livre n'est pas une vache à lait ou en tout cas dans le domaine dans lequel on le fait, une entreprise extrêmement florissante. Donc cela étant dit ensuite, il faut faire rentrer tout ça dans une mécanique économique qui coûte cher, qui coûte d'ailleurs de plus en plus cher, quand on voit a fortiori dans la crise actuelle, ou que ce soit avec le Covid ou la guerre aujourd'hui en Ukraine, les coûts des matières premières, notamment du papier, augmentent, donc il y a un certain nombre de coûts qui augmentent, donc ils n'allègent jamais, je dirais, la charge de production d'un livre, où il faut faire de la photogravure, où il faut acheter du papier, où il faut faire de l'impression, où il faut faire du façonnage, donc ce sont des coûts fixes qui sont toujours très très importants. C'est d'autant plus important que vous faites des ouvrages d'une qualité, c'est pas le roman que de folie.
folio, quoi. Oui, c'est ça. Quand même, on aime beaucoup les romans folio. C'est pas un livre qu'on peut vendre à 2 €. C'est pas la même qualité de papier. C'est pas la même. C'est de la couleur. On le voit là avec la revue et deux des livres. Oui, c'est-à-dire qu'on met vraiment en première ligne, et c'est ça qu'attendent nos lecteurs et les bibliophiles qui s'intéressent à nos livres. On met vraiment en première ligne l'expertise et la qualité de l'objet, au même titre que l'intérêt et la pertinence du fond des artistes et des auteurs avec lesquels on travaille. Alors ensuite, autour de ce modèle économique, il y a un certain nombre de lecteurs et d'acheteurs de livres, mais il n'y en a pas des dizaines de milliers en France et dans le monde, en tout cas pour les livres d'auteurs tels qu'on les pratique, ou les livres d'artistes tels qu'on les pratique. Donc il faut constamment réinventer ce modèle économique avec des soutiens extérieurs qu'on peut obtenir en faisant appel à des fondations qui peuvent nous soutenir, avec quelques subventions qui sont parfois rarement fléchées sur des livres de photographie, avec des événements liés aux éditions que l'on fait. Un livre marchera toujours mieux s'il est accompagné d'une exposition ou si elle est accompagnée s'il est fait par un artiste susceptible de faire des rencontres, de faire des signatures, de faire un certain nombre d'événements qui vont accompagner, qui vont donner, au-delà du sujet, au-delà du livre, qui vont donner à tout ça une forme d'éclat, d'énergie, de visibilité dans cet environnement. C'est ça qui est étrange, c'est qu'on sait que on va dire le monde du livre reçoit des subventions du CNL, du Centre national du livre. Pour l'édition photographique, quelles sont les subventions quel est l'apport de la puissance publique? Alors, jusqu'ici, elle est modeste. Elle est importante sur le livre, elle est modeste dans le domaine de l'édition photo en particulier. Alors ce sont des choses qui sont en train d'évoluer petit à petit, notamment grâce à des structures, à ce domaine de l'édition qui s'est structuré. Je parlais à l'instant de l'association France Photobook qui a été notamment structurée pour porter la parole et les valeurs de cette édition photo indépendante qui est aujourd'hui importante sur le marché et faire prendre conscience aux acteurs publics, mais aussi à un certain nombre d'acteurs privés, de l'importance de cet écosystème. Et j'expliquerai ça de la façon suivante, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand nous sommes photographes, un photographe jeune ou moins jeune, lorsqu'il veut développer une notoriété, pénétrer, être actif sur ce marché de la photographie, quand je dis marché au sens large, qu'il s'agisse du marché de l'art, du marché culturel, y compris du marché du corporate, où il faut essayer de travailler avec des institutions ou des entreprises en commande ou autre, l'objet livre va être un passage très très important dans l'arrivée de ce photographe. Encore maintenant. Même si on a les Instagram et autres... Particulièrement maintenant, je dirais. Parce que si vous voulez... Si vous faites un travail de présélection, c'est un gage de reconnaissance. Tout le monde a Instagram, tout le monde a un site internet, pour faire simple, si vous voulez. Alors, on n'a pas ensuite la même aptitude à faire un beau site ou à bien utiliser les réseaux sociaux. Mais le virtuel ne fait pas tout, si vous voulez, par rapport à cette notoriété. Et c'est important lorsque vous avez... Nous allons publier, par exemple, le premier livre, là, dans quelques semaines, d'une jeune photographe qui s'appelle Camille Garbi, qui fait un livre qui s'appelle Faire face, histoire de violence conjugale. Cette jeune photographe, qui était jeune architecte jusque-là, et qui a choisi finalement d'aller à fond dans cette passion qu'elle avait pour l'image, et notamment l'enquête, a mené pendant plusieurs années, depuis 2011 ou 2012, une longue enquête sur cette question importante dans notre société, des violences conjugales, des féminicides et des violences conjugales. Travail de longue haleine qui ne pourrait pas être convenablement et durablement restitué dans la virtualité que représente un site internet, des réseaux sociaux, etc., si vous voulez, qui ont une capacité à diffuser une information. Mais à un moment donné, on a besoin, le lecteur, l'auteur, l'éditeur, tous ces acteurs-là ont besoin de rassembler ce travail-là, l'écho de cette réflexion sur la société dans un objet pérenne, esthétique entre guillemets. Le but n'est pas de faire de l'esthétique par rapport à un sujet comme ça, mais un beau livre dans lequel des textes, il y a de nombreux textes d'auteurs, à la fois d'auteurs de féminicide et d'auteurs au sens intellectuel du terme, d'historiens. D'auteurs de féminicide, c'est-à-dire des personnes qui ont commis le crime ? Exactement, qui ont commis le crime et qui sont en période qui sont incarcérés. Et qui se sont laissés photographier.
qui se sont laissés photographier de 3/4, mais qui sont laissés de 3/4 de dos, mais qui sont laissés photographier et qui surtout ont accepté de témoigner et de raconter la manière avec laquelle ils analysent aujourd'hui le crime qu'ils ont commis ou le délit qu'ils ont commis et comment ils essaient aujourd'hui, à travers cette période d'incarcération souvent très longue, de se reconstruire et d'analyser un petit peu tout ça. Donc on pourrait ensuite parler très longuement du sujet, mais ce qui est vraiment très important, c'est la manière avec laquelle, précisément, l'objet livre imprimé, par sa matérialité et sa durabilité, a une raison d'être par rapport. Justement, c'est intéressant parce que ce que vous dites, c'est que finalement, ce travail documentaire, photographique documentaire, même si il y a toute une part de création artistique plus large probablement dans ce travail-là de Kevin Harvey, c'est un témoignage de notre temps. Donc on peut concevoir, si vous voulez, quand on regarde le champ photographique, ce genre de travaux, c'est quasiment de la sociologie artistique presque, enfin qui mélange deux arts. Est-ce que des sujets qui échappent à une actualité ont cette même pertinence éditoriale? Ou si je pose la question autrement, si je peux concevoir que dans votre ligne éditoriale, vous choisissiez un travail pareil parce qu'il y a cette actualité et qu'elle est le témoin de cette actualité qui est quand même omniprésente dans notre société, la question du féminicide, est-ce que vous choisissez toujours en fonction de cette pertinence-là? Est-ce que c'est là où se situe votre regard éditorial, en tant qu'éditeur vraiment, hein, ou des travaux qui sont sans âge vous intéressent aussi? Alors, précisément, donc tous les travaux potentiellement nous intéressent à partir du moment où ils vont faire éclore en nous, si vous voulez, une réflexion intéressante sur notre temps, sur notre temps, ça veut dire sur l'histoire de l'art, sur l'histoire des hommes, sur les mouvements de la société. Je vous prends un exemple d'un ouvrage qu'on a publié il y a quelques mois, qui est celui-ci, qui s'appelle Les Oubliés, qui est une histoire assez curieuse, si vous voulez. Nous sommes retombés, mon associé et moi... Les Oubliés, EES, précisément. Et en fait, qui rassemble trois artistes, deux anciens, entre guillemets, très connus, qui sont Picasso et Brassailles, le peintre et le photographe, et une jeune artiste, plasticienne d'aujourd'hui, qui s'appelle Anaïs Boudot. Et en fait, pour réaliser ce livre, nous sommes retombés, mon associé et moi, récemment, sur une conversation artistique qui avait donné lieu à une exposition entre Picasso et Brassailles. À l'époque, on est dans les années 30, début des années 30, Brassailles travaille dans l'atelier du peintre et photographie régulièrement la progression, l'évolution de ses œuvres, de ses pièces, notamment de ses sculptures, pour lui permettre d'avancer dans son travail de sculpteur. Un jour, Brassailles oublie une plaque de verre vierge dans l'atelier de Picasso. Picasso s'en saisit et va commencer à travailler dessus, à créer des œuvres dessus, avec de la peinture, avec différentes choses, du grattage, etc. On reproduit différents états, donc ça va donner lieu à des portraits de Dora Maar ou à des profils de Marie-Thérèse, des femmes qui l'intéressaient, entre guillemets, à cette époque-là, et on va y revenir. Quelques années plus tard, Brassailles, voyant ces œuvres-là, est un peu piqué au vif et va lui-même reprendre certaines de ces plaques de verre exposées, des nus féminins qu'il a réalisés. Brassailles a réalisé de très beaux nus féminins, et qu'il va à son tour maltraiter, gratter, couper, ciseler, etc., les transformer, et ça va donner une série très très connue de Brassailles, redécouverte récemment, qui s'appelle Les Transmutations. Et on a trouvé intéressant de refaire dialoguer aujourd'hui ces deux œuvres ensemble. On s'est dit, mais il faut qu'il y ait un regard contemporain là-dessus. Quelqu'un précisément qui travaille aujourd'hui, c'était en 2021 à l'époque, sur la plaque de verre. Et on a rencontré, grâce à la galerie Binôme, Valérie Cazin de la galerie Binôme, Anaïs Boudot, cette jeune artiste qui ne travaille que sur plaque de verre. Alors, jusque-là, sur des choses non figuratives. Et puis qui là, quand on lui a proposé cette carte blanche, on lui a vraiment laissé carte blanche, nous a dit, tiens, précisément, j'ai chiné il y a quelques temps quelques boîtes de plaques de verre de photographes anonymes qui datent précisément des années 20, 30 et 40. Et essentiellement figuratives, qui représentent des personnes. Et elle a commencé à son tour à transformer ses images, à enlever des bouts de gélatine, à transformer ses visages. Et petit à petit,
à se concentrer essentiellement sur des visages féminins. Et parallèlement à ce travail-là, elle écoutait, elle se renseignait, elle connaissait bien évidemment Picasso et Brassai, mais elle essayait de rentrer un petit peu plus dans leur histoire, et elle a écouté notamment un podcast qui s'appelle « Vénus s'épilait-elle la chatte ?» et qui évoque toutes ces problématiques de réflexion féministe, etc. Et notamment dont un des épisodes évoquait cette manière très particulière qu'avait Picasso de se comporter avec les femmes, de considérer les femmes. Et donc pour cette photographe, ce projet-là, et donc pour nous aussi en tant qu'éditeurs, ce projet est devenu une forme de manifeste de l'histoire des femmes, de la place des femmes dans l'histoire de l'art. Donc c'est très intéressant de voir, pour répondre à votre question, la réponse est un peu longue, pardonnez-moi, mais qu'on partait là précisément sur d'anciens travaux artistiques qui nous passionnaient, pour être amené par une jeune artiste d'aujourd'hui à un propos politique et de société. Tout ça pour dire que tout nous intéresse, mais qu'il faut sans doute inconsciemment, pour nous, qu'il y ait quelque chose que ça fasse un tout petit peu bouger les lignes de la société à un autre niveau. Je crois que c'est important pour nous. Et vous avez amené un deuxième livre, on parlera de la revue après, mais un deuxième livre. Si je vous pose la même question, mais en étant beaucoup plus incarné, c'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait choisir de publier Les Fleurs du Mal de Baudelaire? Ça a déjà été fait, ça? Alors oui, ça a été fait certainement bien mieux que nous, mais là, ce qui est intéressant là, c'est que depuis quelques années, nous rééditons des livres mythiques, en se posant la question, encore une fois, 150 ans, 100 ans, 50 ans plus tard, quelle forme pourrait prendre ce livre? Et précisément, à l'époque où Baudelaire écrit Les Fleurs du Mal, on est en 1857, à une époque où la photographie est balbutiante, oui, c'est ça, dans ses premières heures, et notamment ce qu'elle fait très bien, c'est du grand paysage, une belle documentation de paysage, ou des portraits, des choses très très... Par contre, elle n'est pas encore en capacité, ni technique probablement, ni intellectuelle dans ses créateurs, de manifester le sentiment, de manifester l'émotion. Donc Baudelaire ne reconnaît pas à l'époque, à juste titre, cette capacité à la photographie. Donc il aurait certainement été impossible, lors de la première édition censurée, comme dans les toutes suivantes, enfin comme dans les premières suivantes, il y en a une multitude, d'illustrer, d'accompagner Les Fleurs du Mal de photographie. Ça a été fait ensuite avec des dessins, avec de la peinture, avec Victor Hugo ou d'autres, on peut l'illustrer. Et donc on s'est dit, de la même façon l'année dernière, en 2021, mais comment est-ce qu'on pourrait faire finalement, nous, aujourd'hui, pour accompagner cela? Et on a d'abord pensé à quel photographe, donc il fallait trouver une écriture intellectuelle, artistique, émotionnelle, qui soit proche du travail de Baudelaire. Et on a pensé à l'œuvre d'Antoine d'Agata, qui est évidemment inspirée de tout ce courant-là, démarrant par Baudelaire, mais passant par Bataille, par plein d'autres auteurs plus contemporains, qui ont ensuite conduit à cela. Pour autant, on est toujours un peu compliqué dans nos réflexions, ou exigeants, ça dépend un peu de quel côté on le prend. On ne voulait pas publier les photographies très connues, parfois peut-être clivante, d'Antoine d'Agata face à un recueil mythique comme ça, très 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 ancré dans des émotions et dans une réflexion sur l'homme, mais sur l'humanité en général, passant par l'homme, puisqu'il parle souvent du poète comme un homme dans ses poèmes. Donc on a proposé à Antoine d'Agata et aussi parce que la photographie, encore une fois, n'existait pas à cette époque. Donc on a proposé à Antoine d'Agata de transformer toutes ces images en gravure. Et donc toutes les images, alors on le voit un petit peu sur cette couverture, qui était donc toutes les images d'Antoine d'Agata qui sont pour beaucoup des couleurs, pour certaines également des noirs et blancs, ont été retravaillées avec son accord et avec son regard, par un artisan, pour les transformer en ce qui aurait pu être de la gravure, si vous voulez. Donc, comme un clin d'œil de l'époque, quoi. Comme un clin d'œil de l'époque, voilà, exactement. Et en même temps, pour recréer un corpus d'images d'Antoine d'Agata qui dépasse la manière avec laquelle il l'a réalisé et qui renouvelle sa propre écriture par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'on est souvent dans des cheminements
moment où pour nous, et ça en revient aussi au marché de l'édition, pour nous, l'édition doit être quelque chose d'utile et nécessaire. On n'est pas du tout papivore, on n'est pas forcément favorable à des quantités trop importantes, à une utilisation des mantes de papier, si vous voulez, mais on est vraiment dans une forme d'exigence d'un bel objet, d'une belle matérialité et de l'utilité de cet objet, qu'il s'agisse de problématiques sociétales ou politiques, comme on peut le voir pour la revue ou pour Faire Face dont je parlais tout à l'heure, ou qu'il s'agisse de l'utilité peut-être artistique dans l'histoire de l'art d'un objet. C'est le cas peut-être des Fleurs du Mal par d'Agatha, on avait fait une autre édition faisant dialoguer Diagata avec Bacon aussi, dans un objet d'artiste très particulier. C'est le cas aussi de Brassailles, Picasso et Boudot, qui essaient vraiment de renouveler un regard sur des pièces artistiques. Donc, quand il y a la question de la création contemporaine, mais quand il y a la question on va dire du patrimoine, c'est toujours dans une actualisation avec un artiste d'aujourd'hui. Mais si vous avez cité la revue, donc la revue qui est annuelle, la revue The Eyes, dont le dernier numéro s'intitule B-Side. Alors déjà que l'édition photographique est compliquée, mais alors l'édition de revue, ça doit être encore une toute autre histoire. J'ai eu l'occasion moi de participer à l'aventure de plusieurs revues, mais dans des domaines plus littéraires. C'est un endroit souvent de combat financier et créatif. C'est rarement un endroit simple. Est-ce que c'est la même chose dans la photographie ou est-ce qu'il y a des espaces plus grands dans la photographie pour la revue ? Alors, d'abord, si vous voulez, le métier d'éditeur, encore une fois, dans notre environnement, c'est un métier d'engagement. Et c'est un métier c'est un métier d'équilibriste, si vous voulez. Cet équilibrisme, même si nos livres fonctionnent, cet équilibre, on arrive aussi à le trouver grâce à d'autres activités qui sont aussi le fruit de cette expertise-là, de cette expérience de 25 ans dans le domaine de l'image, mais qui nous permettent de développer des activités de conseil, des activités d'événements, etc., qu'on fait pour des fondations, qu'on fait pour des institutions, voilà, qui nous permettent aussi je dirais que ce label The Eyes soit constitué d'une activité complète. Et on est toujours très heureux de Ce que vous dites en gros, c'est que ce sont vos autres activités, notamment dans le conseil et autres, qui permettent l'édition aussi qui permettent cette liberté dans l'édition. Ça ne veut pas dire que l'édition ne marche pas, mais s'il n'y avait pas ces activités par elles-mêmes, elle n'est pas autosuffisante financièrement. Ce serait compliqué. Voilà. Cela étant dit, donc pour nourrir cet engagement, effectivement, un projet comme cette revue-là, comme la revue The Eyes, qui est annuelle, qui est assez, je vais la montrer, mais qui est assez épaisse. Là, on parle de presque 250 pages. Exactement. Donc, mais c'est pour ça que on l'appelle revue, si vous voulez, mais on pourrait dire MOOC, on pourrait dire voilà. Mais c'est annuel, donc c'est un gros travail annuel. Mais pour nous, c'est plus un corpus d'une réflexion sur une question de société qui donne lieu à un livre, si vous voulez. Alors, il se trouve qu'il y a une régularité annuelle qui l'assimile à une revue, mais on est plus dans une conception de livre qui donne lieu à un état des lieux sur, là par exemple, on traite dans ce numéro sur la question de l'afropéanité avec un curateur invité qui était Johnny Pitts, photographe, auteur qui a inventé britannique. Le terme. Exactement. Voilà, qui a contribué à la notoriété du terme. Et donc avec lui, on a constitué un corpus qui n'est pas exhaustif, mais qui est un propos intéressant, impactant sur cette problématique de l'afropéanité qui est par définition intéressante autour des élections présidentielles, y compris en France, où ces questions indirectement sont posées également. Alors précédemment, on avait fait un numéro, par exemple, sur la transidentité, qui est aussi une question de société importante par rapport à ces questions-là. Donc, si vous voulez, on crée un objet qui rassemble une vingtaine d'artistes, une dizaine d'auteurs qui écrivent des textes, donc qui veut vraiment poser une réflexion qu'on va lire au moment où sort la revue, celui-ci, pour B-Side il y a quelques mois, mais qui doit être relu 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Qui doit faire, c'est vraiment comme ça qu'on le conçoit. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on n'est pas un magazine ou une revue traditionnelle. On veut vraiment créer, si vous voulez, un objet de réflexion sur une question de société nourri du regard d'artistes, pour le coup, historiques, décédés, vivants, contemporains, jeunes, le plus possible incarnant eux-mêmes les questions
poser dans ces questions politiques et de société, si vous voulez. Voilà, donc on est plus dans un. En fait, c'est presque plus un ouvrage collectif qu'une revue. La périodicité en fait une revue, mais le fond, c'est de faire un vrai ouvrage collectif avec un propos politique, artistique, sur une thématique, là, en l'occurrence les Afro-Européens. Et qui va certainement d'ailleurs donc autour de l'afropéanité comme autour de la transidentité, qui devrait prochainement donner lieu à partir de ce corpus à des expositions prolongeant cette thématique, si vous voulez. vous voyez, voilà. Est-ce que, ce sera ma dernière question, quelles sont les évolutions que vous voyez aujourd'hui ou les défis que vous voyez aujourd'hui pour la photographie par rapport notamment aux nouvelles technologies ou par rapport aux défis à relever, enfin, ou même par rapport aux thématiques? Certains prétendent, et je l'ai beaucoup entendu aux rencontres photographiques l'année dernière, que la photographie avait atteint sa limite. D'autres disent pas du tout. C'est juste on est dans une étape de transition. Comment vous vivez ça? Est-ce qu'on est dans une étape de transition? Est-ce que la photographie a encore quelque chose à dire? Et où sont ces voies? Je dirais que plus que de photographie, je parlerai d'image, si vous voulez. Je pense que l'image et tous les photographes aujourd'hui sont des créateurs d'images. Donc il y a 20 ans, ils travaillaient sur des négatifs. Aujourd'hui, ils travaillent à partir de pixels. Certains retravaillent sur des négatifs ou font même de la photographie instantanée. Ils fabriquent de l'image à partir d'une réflexion. Et je pense que ce besoin d'image et ce marché de l'image, je parle en termes je dirais, de qualité, de propos, de vertu, il est infini, il est encore très important, si vous voulez. Maintenant, ce qu'il faut réussir à faire, c'est à la fois sur le marché, c'est-à-dire qu'il ne faut pas comment dirais-je, paupériser cette image, c'est l'ubérisation de l'image, il faut éviter d'aller trop vers l'ubérisation de l'image, et il faut essayer toujours d'aider les artistes, les photographes, les auteurs et les utilisateurs d'images aussi, que sont des entreprises, des fondations, des éditeurs, des médias, etc., à être toujours le plus exigeant possible par rapport à ce potentiel de l'image. Alors, ce qui est peut-être, je dirais, vrai ou sensible dans ce que disaient certaines personnes avec qui vous avez parlé à Arles, c'est que la tradition du photographe est peut-être en train de se modifier. Peut-être on sera plus demain photographe de la même manière. Mais moi, je donne autant de potentiel aux photographes qui, dans les années 75, commençaient à utiliser de la photographie couleur ou du cibachrome, etc., qui est après avoir fait du noir et blanc négatif, qu'à celui qui aujourd'hui est en train de faire de la retouche créative et d'inventer une autre forme d'image, ou qu'à celui qui fait de l'image virtuelle d'une autre manière, si vous voulez. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la notion c'est la pertinence du propos et la position de l'auteur. Qu'on soit photographe, auteur-artiste, tout le monde peut faire des images. Le tout, c'est comment est-ce qu'avec toute la technique, toute l'histoire qu'on a, on arrive à rester des auteurs, on arrive à dire des choses, quelle que soit la forme avec laquelle on dit. Et là, par contre, je pense qu'il y a, je dirais, en amont, un grand travail à faire, un grand enjeu éducatif, l'éducation à l'image, à la fois auprès des plus petits pour leur apprendre à lire une image, mais aussi auprès des futurs professionnels pour qu'ils comprennent bien ce que c'est qu'être l'auteur d'une image. Mais il y a aussi, à l'autre bout, beaucoup de pédagogie et de médiation à faire auprès des utilisateurs d'images. Encore une fois, que vont être les entreprises, que vont être les musées, que vont être les éditeurs, que vont être différents organismes qui sont amenés à utiliser l'image, qui en sont des médiateurs et qui doivent aussi comprendre les enjeux de cette image. Et là, peut-être que dans notre société, dans notre mouvement hyper rapide du tout image, on est face à une complexité. Qui va toucher à l'ubérisation, mais qui va toucher à la surconsommation d'images. Vous voyez, donc là, il y a vraiment quelque chose aux fake news aussi qui peuvent être liées à l'image. Il y a vraiment quelque chose à gérer par rapport à ça. Merci beaucoup, Vincent Marcilassi, d'être venu sur ce plateau. La petite question finale que je pose à tous nos invités, un coup de cœur artistique récent que vous avez eu et que vous avez envie de partager, quel que soit l'art. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la photo, vous pouvez aller vers d'autres horizons. Intéressante question. Alors,
précisément, je vais prendre un exemple qui n'est pas dans la photo et pour une raison simple, qui est que on aime beaucoup aussi la transversalité. Je pense que le travailler dans la photographie, c'est aussi épouser tout ce qu'il y a autour et se nourrir de tout ce qu'il y a autour. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Et l'exemple que j'aurais envie de prendre, c'est celui d'un documentaire en plusieurs épisodes que j'ai vu récemment, mais je ne sais pas de quand il date, j'ai dû le voir en replay, qui s'appelle, en traduction française, « Exterminer toutes ces brutes ». Et qui a été co-réalisé par Raoul Peck et qui est une relecture de l'histoire de la colonisation. Et qui fait réfléchir sur le rôle que nous avons, nous en tant qu'ancienne puissance coloniale, comme ensuite les États-Unis, mais qui ne sont que l'émanation des puissances coloniales que nous étions, sur l'organisation du monde, et notamment l'organisation des relations entre les différentes humanités de ce monde, si vous voulez. C'est vraiment très intéressant, très bien fait, très interactif, et très important aujourd'hui comme témoignage des mouvements de la société. Merci beaucoup, merci d'être venu sur ce plateau. C'était un plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à nous soutenir, nous sommes un média indépendant, nous avons besoin de vous. Ça passe par, de votre côté, un petit clic. Pour nous, c'est une aide précieuse, donc n'hésitez pas, soutenez-nous sur les réseaux, abonnez-vous à notre chaîne. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée.